Merci pour cette introduction. Bonjour à tous, je m'appelle Abou Ndiaye et je suis consultant en cybersécurité depuis une quinzaine d'années et je suis le fondateur de l'ICANAM, qui est un petit cabinet de conseil spécialisé dans la cybersécurité. Là, pendant les 30 minutes qui vont nous suivre, nous allons parler de NIS 2 et de CRA. Alors, qui a déjà entendu parler de NIS 2? Voilà, il y en a un certain nombre. On va voir pourquoi vous avez entendu parler de NIS 2. Alors, dans cette présentation, je ferai une introduction sur ce qu'est ce NIS 2, c'est quoi le Cyber Resilience Act, en quoi ça consiste, et faire un focus sur la partie OT. Vu qu'on est ici dans un village OT, on va parler de cette partie-là, et on terminera par quelle est l'approche qu'on peut adopter pour une conformité NIS 2 et le CRA. Alors, NIS 2, vous en avez entendu parler parce que avant il y avait le NIS 1. Sauf que le NIS 1, on n'entend pas parler autant que ça. Tout simplement, le NIS 2 concerne beaucoup plus de monde. Et pourquoi ils ont lancé le NIS 2? NIS 2, c'est tout simplement une mise à jour de la directive NIS 1 qui concernait, on va dire, 300 entreprises en France. Ce qui n'est pas beaucoup, et c'est pour ça qu'on n'en a pas entendu parler. Et le constat de l'Union européenne qui a été fait, c'est que les entreprises, que ce soit les petites structures, les grandes structures, les collectivités territoriales, les collectivités locales, sont de plus en plus attaquées. Ça veut dire que les cyberattaquants, les hackers ont changé de cible et ils attaquent des maillons beaucoup plus faibles. Et là, ils se sont dit, on ne peut pas rester comme ça. Soit on continue, on met plus d'énergie sur la partie attaquant, les hackers, on met plus de force dessus, ou tout simplement, on met plus d'énergie sur la partie défense. Et là, l'Union européenne est partie sur la deuxième option, qui est de dire, je pars sur la partie défense. Relever le niveau de cybersécurité de toute l'Europe. Et le NIS 2 est une directive. Pourquoi c'est une directive? Parce que tout simplement, ça a été décidé au niveau de l'Union européenne et ensuite, ça sera décliné au niveau de chaque État membre qui va le décliner de manière opérationnelle en prenant en compte toutes ces contraintes. Et sur ce NIS 2, qu'est-ce qu'on y retrouve? On retrouve, j'en ai parlé tout à l'heure, l'élargissement des acteurs concernés. On passera jusqu'à 18 secteurs concernés. Et ces 18 secteurs vont englober plus de 15 000 entités en France, ce qui est assez conséquent. Et dans le NIS 2, on retrouve deux annexes. Nous allons en parler tout à l'heure. Le NIS 2 permet de prendre en compte la chaîne d'approvisionnement. La chaîne d'approvisionnement, c'est-à-dire que je suis une entreprise A, je travaille avec plusieurs partenaires B, C, D, et là, le NIS 2 impose des mesures de sécurité pour dire tous ces partenaires-là, il y a des exigences à leur demander, il y a des mesures de sécurité à leur appliquer également. Et ça s'applique sur la partie IT et sur la partie OT. L'autre élément nouveau qu'a rapporté le NIS 2, c'est la partie surveillance et des exigences beaucoup plus strictes. Et il y a un élément que moi j'aime beaucoup qu'a apporté le NIS 2, c'est la responsabilisation des organes de direction. Jusque-là, que ce soit un RSSI ou le manager cybersécurité, il peut se dire, il peut demander à la direction, j'ai besoin de budget pour faire cela, j'ai besoin de budget pour sécuriser l'entreprise. Sauf que là, pour la première fois, on responsabilise l'organe de direction qui est impliqué dans tout le processus parce qu'il est au courant des risques. Le fait d'être au courant de risques, l'organe de direction ne peut plus fermer les yeux sur la cybersécurité. Il y a une harmonisation des sanctions en cas de non-conformité, voilà, qui seront appliquées par l'ANSSI. Les principaux avantages de cette directive, c'est d'uniformiser les pratiques, que ce soit en France et en Europe. Voilà, c'est bien de se dire que 15 000 entreprises en France appliquent la même chose, les mêmes règles de sécurité, et là, on élève collectivement la résilience au niveau européen. Et aussi, ça permet de comprendre le paysage des menaces et le paysage des risques. Voilà. NIS 2 impose de faire une analyse de risque pour les entités, notamment les entités essentielles. Et cette analyse de risque, ça va être remonté au niveau de l'ANSSI, ensuite au niveau européen. Et ça, c'est un très bon KPI pour savoir quels sont les risques qui pèsent sur l'Europe, sur nous. Alors, les acteurs qui sont concernés, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, il y a deux annexes.
Et dans ces deux annexes, on voit qu'il y a les acteurs dans l'énergie, dans le transport, voilà. Les acteurs qui travaillent sur l'eau potable et les eaux usées, et aussi le traitement des déchets. Vous allez vous dire pourquoi est-ce que c'est si important de réguler un acteur comme le traitement des déchets. Moi, j'habite dans les Yvelines et nous avons eu une cyberattaque pour une société qui traite les déchets. Je peux vous dire, l'arrêt d'une usine de traitement de déchets pendant 2 semaines, ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts, bon déjà ça va sentir un peu partout, ça fait des dégâts au niveau sanitaire parce qu'il y a des rats un peu partout qui se développent. Après, pour s'en débarrasser, c'est très compliqué. D'où l'intérêt pour lequel ils ont été impliqués dedans. Et une fois qu'on est dans ces deux annexes, l'Union européenne s'est dit on va introduire une notion de proportionnalité. Proportionnalité parce que voilà, une entreprise de moins de 50 salariés n'a peut-être pas les moyens d'une entreprise qui a plus de 250 salariés pour appliquer les mêmes mesures de sécurité. D'où l'intérêt qu'ils ont distingué deux types d'acteurs, les entités essentielles et les entités importantes. Une entité essentielle, il faut être dans l'annexe 1. Il faut être dans l'annexe 1 dans un premier temps. Et ensuite, cocher les cases, plus de 250 salariés ou en fonction du chiffre d'affaires. Et ça, c'est une bonne chose. Ça permet d'adapter par rapport à la taille de l'entreprise. Après, nous avons les entités importantes. Et selon l'entité dans laquelle nous sommes positionnés, il y a des mesures de sécurité à appliquer ou pas. Voilà. Et naturellement, l'entité essentielle, qui est la plus importante, va appliquer toutes les mesures de sécurité. Et l'entité essentielle, l'entité importante, en appliquera un peu moins. Okay. Et quand une petite entreprise ou une micro-entreprise, là, pour le moment, NIS 2 ne s'applique pas. Peut-être dans le NIS 3. La notion de proportionnalité, j'en ai parlé. Les deux typologies d'entités, ce qu'il faut retenir, les entités importantes et les entités essentielles, selon la taille de l'entreprise, selon le chiffre d'affaires qui est appliqué dessus. Et également, la possibilité d'avoir des exigences selon la taille de l'entreprise et la désignation de l'ANSSI qui va surveiller l'application de toute cette partie-là. Voilà. Le responsable de l'ANSSI l'avait dit depuis le départ, en 2014, en disant que NIS 2, pour l'appliquer, on va se donner un calendrier sur 3 ans. Et l'ANSSI sera à côté pour accompagner toutes ces entités-là. Et en cas de non-conformité, que se passe-t-il? C'est tout simplement, c'est similaire un peu comme le RGPD. C'est-à-dire des sanctions qui se font en fonction du chiffre d'affaires, que ce soit une entité EE, entité essentielle ou une entité importante. Alors, si on parle un peu plus de technique, tout ça, NIS 2 n'apporte pas de choses, on va dire, complètement nouvelles dans la cybersécurité. NIS 2 permet de consolider certaines mesures de sécurité qui sont les bonnes pratiques. Et on peut les catégoriser en 4 blocs. C'est ce qu'on a fait chez l'ICANN. Tout simplement la partie gouvernance de la sécurité. Ce sont des mesures de sécurité qui vont rentrer dedans. La protection du réseau et des DSI. La défense des réseaux et des SI. Et la partie résilience des activités. Et là, je vous donne 10 exemples de mesures de sécurité qu'on peut retrouver et qui s'appliquent un peu à toutes les entités, c'est-à-dire les entités essentielles et les entités importantes. Et dedans, on retrouve les politiques de sécurité telles que l'analyse de risque. Voilà. Avant toute chose, avant de prendre une mesure de sécurité, c'est de savoir quel est le risque qu'on encourt. Quel est le risque qu'on essaye de mitiger avec cette mesure de sécurité. Et ça évite tout simplement de faire du patchwork de mesures de sécurité et d'outils dans l'entreprise. Le traitement des incidents. NIS 2 apporte quelque chose d'assez clair sur la partie traitement des incidents. Voilà, la partie détection, la partie prévention et la partie réponse. Et surtout la partie notification. Également, il y a une notion de gestion de crise et de continuité d'activité. Voilà. NIS 2 demande à faire des exercices de crise. Et l'exercice de crise, que ce soit NIS 2 le dise ou pas, on va dire, c'est du bon sens et ça doit être appliqué un peu partout. Dans toutes nos entreprises, nous faisons assez souvent des exercices d'incendie. Voilà. Vous savez, la réunion, vous êtes dans une salle et vous êtes en pleine réunion où l'alarme incendie qui sonne.
On ne sait pas si c'est du vrai ou pas, mais tout le monde doit sortir. Et toute l'entreprise doit sortir. Et là, en cyber, on doit faire exactement la même chose. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va être attaqué. Et le jour où on est attaqué, le but, c'est d'avoir les bons réflexes avec tous les différents acteurs. Et dans la partie NIS 2, il y a toute la partie sécurité des ressources humaines. Voilà, la sensibilisation, faire des tests de phishing, voir comment les gens réagissent, quel est le niveau de sensibilité des salariés et l'utilisation de solutions d'authentification fortes. Aujourd'hui, le MFA, voilà, le MFA doit être partout. Partout où c'est possible, on doit pouvoir mettre du MFA. Là, c'est un résumé de quelques mesures de sécurité pratiques qu'on retrouve dans le NIS 2. Sur la partie incident, ce que demande NIS 2 sur la notification des incidents, c'est que quand il y a un incident de sécurité qui arrive, on a 24 heures pour faire une notification initiale. Et effectivement, quand on a un incident, on a vraiment, on est en panique, voilà, surtout quand il n'y a pas de procédure qui est prévue. On est en panique et on a autre chose à penser que de faire la notification. Mais là, NIS 2 nous donne quand même 24 heures. Et c'est une notification initiale, de donner quelques éléments sur l'incident que vous avez rencontré. Et pourquoi il faut faire ça? Je ne sais pas si quelqu'un a la réponse. Pourquoi on doit notifier au bout de 24 heures? Pour protéger les autres. Exactement, c'est pour protéger les autres. Parce que si l'entreprise A, l'entreprise B et l'entreprise C remontent le même incident au niveau de l'ANSSI, là, il y a une alerte. Et s'il y a 10 clients qui remontent la même chose, on va dire attention, il y a tel type d'attaque qui est en train de cibler la France. Et une fois que l'ANSSI a répertorié cette partie, l'ANSSI le remonte au niveau de l'Europe. S'il y a 2 ou 3 pays européens qui remontent la même chose, là, l'Europe se pose la question, attention, on est ciblé par ce type d'attaque. On est ciblé par ce type de groupe. Et là, ils peuvent prendre des mesures en conséquence. Et au bout de 72 heures, on a un autre rapport à émettre au niveau des autorités pour mettre à jour, donner plus d'éléments sur cette partie-là. Et au bout d'un mois, il y a le rapport final qui est attendu. Et entre les deux, si l'ANSSI a des questions ou des précisions à demander par rapport à cet incident que vous avez rencontré, ils peuvent nous solliciter dans ce cas-là. Maintenant, on passe sur la partie, le Cyber Resilience Act. Le Cyber Resilience Act, c'est tout simplement, tout à l'heure, le NIS 2, on est en train de dire, on va sécuriser l'organisation, on va sécuriser l'entreprise, et le Cyber Resilience Act arrive pour dire, maintenant, on va sécuriser les produits. Quel type de produits? Ce sont des produits contenant des éléments numériques. Par exemple, le téléphone que nous avons tous. Nous avons tous des téléphones. Nous avons des logiciels. Nous avons des frigos connectés. Nous avons des smart cities. Et toutes ces smart cities, il y a beaucoup d'outils dedans, il y a beaucoup d'industriels dedans et il y a des logiciels qui sont derrière. Et là, le Cyber Resilience Act, là, responsabilise pour la première fois les fabricants. Pour dire aux fabricants, aux transporteurs et aux distributeurs, maintenant, vous avez une responsabilité à porter pour s'assurer de la sécurité des produits que vous vendez. Et d'où la naissance du Cyber Resilience Act. J'en ai parlé tout à l'heure, on a des obligations pour les fabricants. Voilà, un fabricant parlons de firewall par exemple. Celui qui fabrique les firewalls, il a une responsabilité. On lui demande tout simplement d'intégrer ce qu'on appelle le Cyber Security by Design, c'est-à-dire prendre en compte la cybersécurité dès le départ et tout au long du développement de ce produit. Il y a un rôle aussi pour les importateurs et pour les distributeurs. Les types de produits concernés par le Cyber Resilience Act, ce sont les produits, on a deux types de produits. Produits numériques et des produits critiques qui sont numériques. Les produits numériques, ce sont des produits d'usage. Voilà, par exemple, votre téléphone, les smart cities ou tout simplement les sites de rencontre, par exemple. C'est des logiciels qui ne sont pas très importants. Et après, il y a des produits critiques. Les produits critiques, tout à l'heure, j'ai parlé de l'usine qui gère les déchets. Ça, c'est critique. Et les produits qui sont dedans, tout le système industriel qui sont dedans, ce sont des produits critiques donc, avec des mesures de sécurité qui sont spécifiques. Alors, le CRA exige d'assurer une sécurité essentielle tout au long du cycle de vie des produits. Et c'est basé sur 3 piliers.
trois piliers. Le premier, c'est la sécurisation du produit. On impose cela aux fabricants et aussi la documentation. Par exemple, je ne sais pas si vous avez eu à travailler sur des équipements, par exemple des routeurs ou des firewalls. Parfois, quand on prend la documentation, c'est assez compliqué. Et parfois, quand on prend la documentation, on retrouve par exemple les logins et les mots de passe par défaut. On va dire c'est du admin-admin. Maintenant, ça c'est fini. L'Union européenne dit, même pour les logins et mots de passe par défaut, il faut appliquer un niveau de sécurité acceptable. Parce qu'il y en a qui ne changent pas. Voilà. Par exemple, les box que nous avons chez nous, ces box-là arrivent avec un login et mot de passe par défaut. Très peu de gens les changent. Il y a la partie sécurisation du produit, la documentation et aussi la gestion efficace des vulnérabilités. Parce que jusque-là, le fabricant, une fois qu'il a vendu, il lève le pied. Maintenant, c'est à l'utilisateur de gérer. Et là, l'Union européenne demande aux fabricants de gérer la vulnérabilité qui s'applique sur ces produits et de notifier le plus rapidement possible en proposant des correctifs. Maintenant, faisons un focus sur la partie OT, vu qu'on est dans le village CFI. Quelques vulnérabilités qui sont propres au système industriel, c'est des infrastructures vieillissantes. Voilà, j'ai eu à travailler chez un client qui est dans la partie transport de gaz et transport d'électricité, sans citer de nom. Mais on a été confronté dans certaines usines à de l'obsolescence. Et on n'avait aucune solution pour mettre à jour ou pour gérer la sécurité de ces équipements-là. Ce qu'on faisait, on les isolait et de temps en temps, quelqu'un allait sur place avec une clé pour faire certaines actions. Et ça, c'est dû à l'obsolescence. Et il y a aussi l'exposition aux cyberattaques. Toute cette partie industrielle, pour éviter de se déplacer à chaque fois, est connectée. Voilà. On pourra activer ou désactiver un feu dans une ville à distance, ou tout simplement les voitures connectées que nous avons aujourd'hui. Et d'où l'importance, le fait de connaître tous ces risques-là, ça permet de se dire, voilà, quelle est l'importance qu'on peut accorder à la sécurisation des systèmes OT. Et la partie risque, le risque, c'est l'interruption de service. L'interruption de service de l'entreprise qui fait le transport de l'eau, par exemple, ou la partie télécommunication qui s'arrête. Il y a des pertes financières et aussi les risques sur la sécurité humaine. Voilà. Par exemple, la compromission de tout le système d'eau, ça peut impacter toute une ville, voire toute une région. L'importance des infrastructures critiques, c'est la dépendance de cela. Par exemple, le transport. Nous avons vu pendant les JO, ils ont beaucoup investi. Et d'ailleurs, voilà, on s'en félicite d'ailleurs en France. On a été très bon pour la sécurisation des JO. Parce que s'il y avait des cyberattaques réussies sur la partie transport, par exemple, ou sur la partie énergie, là, on aurait eu des dégâts et ça aurait gâché un peu la fête. Heureusement, nous avons NIS 2 et CRA qui arrivent pour dire voilà, à tout le monde d'appliquer toutes ces mesures de sécurité pour répondre aux différents risques. Maintenant, quelle est l'approche de NIS 2 et de CRA sur le système OT? Alors, je pense qu'on aura une phase questions-réponses, normalement, et n'hésitez pas. Voilà, NIS 2 et le CRA, ce qu'ils disent pour la partie OT, c'est d'assurer une détection des incidents. Voilà, s'il y a un incident qui arrive sur le réseau ou sur la partie OT, on doit être capable de le détecter en mettant en place, bien sûr, des mesures de sécurité, des équipements qui peuvent répondre à ce besoin. La gestion des vulnérabilités. Voilà, c'est pas qu'un système n'est pas connecté qu'il n'y aura pas de vulnérabilité. Des vulnérabilités, il y en aura. Sauf qu'il faut savoir les traiter, il faut s'organiser pour le faire. Et le dernier point, c'est la partie notification. Notification au bout de 24 heures, le premier rapport initial, au bout de 72 heures et au bout de 1 mois. D'autres mesures qu'on peut appliquer sur la partie OT, c'est la segmentation. Voilà. Tout à l'heure, j'ai cité l'exemple d'une usine dans laquelle c'était complètement isolé, ce n'était pas connecté au réseau et quelqu'un se déplaçait avec une clé USB. Maintenant, pour éviter des déplacements multiples, surtout si c'est partout en France, c'est de dire on va faire de la segmentation.
D'accord. Et on a vu tout à l'heure la démonstration de SecLab qui permet de faire de la segmentation, par exemple, qui est un acteur, par exemple. La gestion des mises à jour et la formation des employés, qui est très importante. Ce n'est pas parce que ceux qui travaillent sur la partie outils ne sont pas concernés par la sensibilisation. Souvent, on a tendance à les oublier. La sensibilisation, les mails de phishing, on les envoie tout simplement à ceux qui travaillent dans les bureaux, alors que ceux qui sont dans la partie outils sont également concernés. Les exigences outils, on en a parlé, c'est d'avoir des systèmes beaucoup plus robustes, gérer les accès essentiels. Voilà, j'ai fait un audit dans une... c'était une déchetterie où il y avait un ordinateur de bord dans lequel il n'y avait pas de login mot de passe et tout le monde pouvait avoir accès. Sauf que depuis cet ordinateur-là, on pouvait gérer toutes les machines qui sont dans la déchetterie. Et là, pendant l'audit, quand on leur a dit « mais pourquoi vous ne mettez pas un login mot de passe ?» Ils nous ont dit « mais ça risque de nous ralentir ». Et en revanche, quand on a parlé de risque, ils nous ont dit « ah, on n'a pas pensé à tout ça, effectivement ». Et là, ils ont changé d'avis. La partie mise à jour et la surveillance continue de tous ces systèmes outils. Alors, nous, chez Licanam, ce qu'on propose pour votre mise en conformité DORA, NIS 2, CRA, voilà, DORA est un autre règlement qui s'applique aux banques, on n'en parle pas aujourd'hui. On accompagne beaucoup de clients sur un 4 phases, le cadrage et la mobilisation des équipes. Il faut avoir absolument le sponsor de la direction avant de lancer toute mise en conformité, pour qu'ils soient conscients de ce que ça implique. L'évaluation de la maturité par rapport à NIS 2. Voilà. Pour certains, la marche elle est haute, et pour d'autres, pas autant que ça. La définition d'une feuille de route, voilà, NIS 2 ou CRA, et en dernier, c'est l'implémentation de cette feuille de route-là qu'on peut faire avec nos différents clients. Ici, quelques tips pour ceux qui n'ont pas commencé ou qui souhaitent se lancer dans cette mise en conformité. Dans un premier temps, identifiez vos risques cyber. Soit vous le faites en interne si vous avez les ressources, ou vous faites appel tout simplement à un prestataire qui peut vous accompagner là-dessus. Évaluez votre posture de sécurité. Et la posture, elle est interne et aussi elle est externe. Parce que voilà, il y a des risques sur la partie externe. Sécurisez les accès privilégiés. Avant de les sécuriser, répertoriez. Dites-vous quels sont les accès privilégiés. Voilà. Au mois de novembre, on a accompagné un client qui s'est fait attaquer et ils ont perdu 30 millions d'euros, tout simplement parce que tous les comptes des utilisateurs, c'était des admins. Et le hacker a réussi à avoir un seul compte admin et il est rentré dans l'entreprise, il a fait des fausses factures, il a envoyé à des clients et ça les a empêchés de travailler pendant un mois. Et une perte de 30 millions d'euros. Répertoriez les accès privilégiés. Renforcez vos défenses contre les ransomware. Et vous pouvez aussi adopter une approche Zero Trust. Voilà, vu qu'on est au FIC, la partie Zero Trust, je pense qu'on en parle assez souvent. Et aussi examiner votre chaîne d'approvisionnement logiciel. En résumé, qu'est-ce qu'on peut dire sur les deux directives? Qu'est-ce qu'apporte NIS 2, qu'apporte le CRA? Alors j'en ai parlé assez souvent, mais juste pour résumer, c'est que le NIS 2 élargit le champ d'application de la directive NIS 1. On passe de 300 entités concernées à 15 000 sur la France, et beaucoup plus au niveau européen. Nous avons des obligations plus strictes en matière de sécurité, de signalement des incidents cyber aux autorités, de la chaîne d'approvisionnement. Et aussi, il y a une idée de coopération et d'échange d'informations qu'on retrouve sur la partie NIS 2. Et un dernier point, c'est que le but, c'est de garantir un niveau de sécurité adapté aux risques encourus pour l'entreprise. D'où les deux niveaux d'entités qui sont concernés. On peut même dire 3. Il y a l'entité essentielle, l'entité importante et ceux qui ne sont pas concernés. Ceux qui ne sont pas concernés parce que tout simplement, ils sont trop petits pour être embarqués pour le moment. Et la partie Cyber Resilience Act protège les consommateurs, les entreprises qui utilisent des produits et des logiciels. Et notamment ceux qui sont dans les environnements OT. Voilà. Nous avons des exigences obligatoires en matière de sécurité pour les fabricants, les transporteurs et aussi les distributeurs.
Voilà. Les fabricants vont appliquer le CRA, les distributeurs et les transporteurs vont contrôler pour savoir si c'est conforme au CRA ou pas. C'est comme ça qu'on arrive à protéger le consommateur et les entreprises. Et le CRA complète le NIS 2, tout simplement. Le NIS 2, on sécurise toute l'entreprise, et le CRA, on sécurise les produits qui sont dans l'entreprise. Ça, c'est la même slide. Alors, pour finir, le NIS 2 et le CRA, les deux sont complémentaires et s'appliquent sur la partie IT et sur la partie OT. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Si vous le souhaitez, on a quelques minutes. Bon, en plus, vous avez de la chance. Oh, ça y est. Magnifique. Oui, concernant NIS 2, sur l'application par rapport au NIS 1, en fait, ça touche tout le système d'information et donc il faut faire des exclusions en fait, si on pense qu'il y a des parties qui ne seraient pas soumises dans le système d'information aux obligations, aux objectifs de sécurité. Qu'en est-il par contre d'une approche gradée? En général, on aime bien ça en cybersécurité, c'est-à-dire appliquer plus d'efforts sur les systèmes qui sont plus sensibles et plus à protéger, et puis moins sur d'autres qui ne présentent pas les mêmes enjeux. Est-ce que ça, c'est encore présent dans le texte qui est toujours en discussion actuellement? Alors, oui, c'est dans le texte. Hein. C'est pour ça que ça commence toujours par la partie analyse de risque. Le fait de faire une analyse de risque, la partie la plus sensible et la moins sensible, on n'a pas les mêmes risques dessus. Et quand on va appliquer les mesures de sécurité, on les applique par rapport aux risques que nous avons identifiés.